Vous regardez du tic au tac sur GNG Média. Savez-vous que vous pouvez étudier ou travailler au Canada et gagner plus de 76 000 francs par jour en tant que soudeur? Eh bien, vous ne rêvez pas. C'est bien possible grâce à GNG Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada. Vous vivez en Afrique ou tout ailleurs dans le monde et souhaitez immigrer au Canada pour étudier ou travailler? GNG Consultings en partenariat avec l'agence de recrutement 237 Destination Canada vous donne la possibilité d'améliorer votre vie en immigrant en toute sécurité au Canada en qualité de résident permanent, travailleur temporaire, étudiant. GNG Consultings et son partenaire 237 Destination Canada vous permettent de trouver du travail au Canada dans les domaines suivants: éducation, santé et services sociaux, génie civil, administration, manufacture, hôtellerie, restauration, ainsi que les technologies de l'information. Travailler une fois au Canada comme aide-soignant, infirmier, inspecteur en construction, infographe, graphiste, développeur d'applications, développeur web, menuisier, maçon, mécanicien, soudeur, chauffeur, technologue et technicien des sciences de la santé, technologue des laboratoires médicaux, technicien en génie électronique et électrique, architecte paysagiste et bien d'autres. Un accompagnement en procédure classique ou express selon votre profil. Pour plus d'informations, appelez-nous au plus 237 658 37 12 90. JNG Consultings. Soyez tranquille, nous sommes là. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous dans cette autre édition du TIC au TAC sur JNJ Média, une émission que nous produisons depuis Yaoundé et qui porte naturellement la co-signature du très sémillant Raoul Patrick Bifeihok et de l'un des boulonnards, Romaric Tenda. Bonsoir Raoul. Bonsoir Romaric. C'est un plaisir une fois de plus de vous retrouver et de retrouver nos internautes et téléspectateurs. Nous recevons dans le cadre de cette émission un personnage bien connu de la scène publique camerounaise, très bien connu même du monde des médias. En 2022, il a frôlé la mort parce que tabassé, massacré par un groupe de personnes encore non identifiées jusqu'à présent. Et il y a de cela quelques jours, il a fait l'objet de poursuites et même de filatures dans la ville de Yaoundé. Avec lui, nous essayons de comprendre si désormais la pratique du journalisme au Cameroun est devenue suicidaire. Paul Chouta est avec nous. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Romaric. Bonsoir, Raoul. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs, je dirais ainsi, de GNJ Média. C'est un honneur pour moi d'être l'invité de votre émission vedette du TIC au TAC. Merci infiniment, Paul. Merci. Paul Chouta, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous vous considérez comme journaliste ou comme lanceur d'alerte? Je me trouve à Califourchon de ces deux terminologies, si je peux dire ainsi. Puisque comme journaliste, j'officie pour le site Cameroun Web. Je suis le point focal du Cameroun. C'est un site qui appartient à African Media. Vous voyez, c'est un mastodonte qui s'occupe de l'actualité dans plusieurs pays, notamment le Cameroun, le Togo, le Ghana, la Tanzanie, etc. Donc, je suis le point focal de ces médias et lanceur d'alerte aussi dans mes activités personnelles ou bien publiques en ce qui concerne les réseaux sociaux avec des différentes actions et des prises de position que je fais. Donc, du coup, pourquoi je dis je me trouve à Califourchon de ces deux métiers. Alors déjà, s'il fallait parler un peu de la définition et de la terminologie des deux expressions, parce que d'aucuns ont tendance à vous qualifier beaucoup plus de lanceur d'alerte que de journaliste, d'aucuns vous qualifient de journaliste et non de lanceur d'alerte, sur ces deux terminologies essentiellement. Comment est-ce qu'on définit lanceur d'alerte? Comment est-ce qu'on définit le journaliste dans ce cas? Bon, la définition ou l'acception globale ne doit pas émaner de mon sentiment personnel. C'est des termes qui ont des définitions standards bien connues. Qui est journaliste, c'est quoi? Journaliste, c'est quoi? La collecte, le traitement et la diffusion de l'information qui obéit à un certain nombre de principes. Alors, dans le cadre du métier, comme je vous l'ai dit, avec Cameroun Web, oui, c'est ce que nous pratiquons.
notamment, quand je dis nous, je parle de peut-être moi entre guillemets. Alors maintenant, lanceurs d'alerte, c'est des personnes qui, à travers une certaine, on parlera encore à côté peut-être d'influenceurs aussi. Okay? Donc c'est des personnes qui, à travers des plateformes, décident de prendre des positions ou d'attirer l'attention de l'opinion publique sur certains faits qui ne sont pas révélés, qui ne sont pas connus. Donc vous verrez par exemple, on peut parler des cas, par exemple, regardez le cas d'Ibrahim Bello, le traitement que nous avons fait, je crois le jeune qui a été torturé en 2017, il n'a pas été un traitement journalistique parce que dans le journalisme, il n'y a pas une prise de position, il y a des principes qu'il faut respecter, la confrontation des sources, etc. Mais dans le cadre du métier de lanceur d'alerte, ça ne répond pas à ces critères. L'objectif principal, c'est attirer l'attention de l'opinion publique sur un certain sujet ou d'un fait de société. Alors, lorsque vous abordez des sujets dans cette posture, soit du journaliste ou du lanceur d'alerte, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Honnêtement, je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Et votre question me permet ça me rappelle encore une discussion que j'ai eue récemment avec certaines personnes qui parlaient de neutralité. Oui. Parce que quand vous parlez de se trouver à l'aise, parce qu'on a du mal à savoir que le principe en journalisme, c'est la neutralité. Mais par contre, ce n'est pas le même en ce qui concerne le métier de lanceur d'alerte ou bien, bon, on peut parler encore influenceur, on peut arriver à autre définition, mais oui, il suffit tout simplement de savoir dans quel pot on se met. Du coup, du moment où vous vous identifiez, c'est un voile. Je peux dire que vous pouvez ôter à tout moment. C'est comme quelqu'un qui peut-être se trouve sur un podium où il a peut-être, il est polyvalent, il a plusieurs talents, ou bien c'est un mélomane qui s'exerce peut-être à mimer certaines musiques. Il se comportera pas de la même façon s'il se trouve sur un stade de football. Donc, il faut juste avoir conscience de savoir dans quel canevas on se trouve et d'adopter les postures qui s'y avec. Alors, Paul, faisons un feedback en arrière pour parler un peu de vous. On vous a beaucoup plus vu et connu à l'époque quand vous travailliez avec le 4e pouvoir, qui est un média web qui existe aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux au Cameroun. Et patatras, on a plus vu Paul écrire pour le 4e pouvoir. Du coup, c'est allé dans tous les sens. On a dit tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer aujourd'hui sur les relations que vous entretenez avec le 4e pouvoir, qui est un média avec lequel vous avez travaillé en étroite collaboration hier? Oui, je dirais ici que, par principe, hein, puisque, excusez-moi, vous savez, je suis un gars bangonté, et chez nous, il y a le principe de noblesse, dignité et d'élégance. Oui. Donc, l'élégance voudrait que je n'entre pas dans le fond de ce qui a eu à nous séparer, mais je retiens qu'on a eu à passer de très bons moments. Tous ceux qui sont dans cette maison savent pourquoi. Vous savez que je suis quelqu'un de très dur, de très rigoureux. Même chez moi, on le sait, même aux alentours, ceux qui me côtoient savent que je suis extrêmement rigoureux. Donc, il y a des choses sur lesquelles je ne lésine pas. Mais il faut dire que ça a été un très bon moment. On a passé des très bons moments ensemble. Et je ne dirais pas que peut-être j'ai travaillé. Je peux dire que j'ai été aussi un porte-étendard parce qu'il n'y avait pas du 4e pouvoir. Que vous dites, avant que je n'y arrive, vous saviez très bien que ça existait. Mais ça n'avait pas le renom que ça a eu lorsque j'ai décidé de porter, puisque je venais à peine d'avoir une certaine notoriété dans le cadre de l'affaire Ibrahim Bello, parce que c'est cette affaire qui a permis en ce que je sois, j'ai une certaine aura dans l'opinion. Oui. Donc, je venais à peine de révéler ce fait de société-là. Et du coup, Eric Valeni, qui est un ami, a estimé, il m'a consulté, il a suggéré, il a estimé que je pouvais l'accompagner, on pouvait bosser ensemble. Bon, on y est allé probablement, il faut le dire, sans toutefois son salaire et autres, puisque bon, il y en avait pas, on avait un principe. Moi, nous sommes allés sur une base selon laquelle il fallait polir l'image de notre société. Oui. Parce que c'est d'abord ça, c'est pourquoi ça rejoint ma posture de lanceur d'alerte, parce que j'ai une vision, j'ai une opinion, j'ai un passé, j'ai une douleur qui s'y a en moi, et du coup, je suis très sensible face à ce qui concerne l'injustice. C'est pourquoi vous avez vu qu'au 4e pouvoir, au départ, quand je suis arrivé, il y avait une ligne éditoriale, si je peux dire ainsi, qui était excessivement basée sur les dénonciations des faits et des prises de position. Donc, c'est un peu ça. Mais je permettais que je ne révèle pas ici, par élégance, parce que si on a eu à passer des moments et qu'il y a des choses qui nous entendent passer, pas sur la place publique, que je viendrai dire cela. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Vous avez été au cœur pratiquement de la découverte du corps de Martinez Zongo
via des investigations que vous avez menées. Racontez-nous comment vous avez procédé pour y arriver. Comment vous avez vécu ces moments de découverte du corps de Martinez Zogo, vous qui avez des informations minute par minute? Alors, il faut dire que Martinez et moi, paix à son âme, on s'est connus longtemps, on a travaillé longtemps avant que je n'aille en prison. Je peux dire que Martinez et on a entretenu des relations, même si je n'étais pas d'accord avec lui sur certains sujets, oui. Puisque au niveau de l'opinion, on n'avait pas les mêmes convictions, mais ça empêchait qu'on travaille sur certains sujets ensemble. Oui. Du coup, je l'ai connu avant que je n'aille en prison. Et le destin a voulu que lorsque j'étais en prison, qu'il revienne me retrouver en prison. Et c'est lorsqu'il arrive en prison, les chances que je connais, j'ai fait la rencontre de son épouse, Diane. À ma sortie de prison, donc, Martinez et moi, on discute quand même, on s'échange, parce que même quand j'étais en prison à la sortie, il a quand même fait quelques émissions parce que nous avons longuement travaillé. Et je peux dire que, durant mon séjour carcéral, c'est moi qui ai suggéré et échangé avec lui pour porter son cas auprès du CPJ, le Comité to Protect Journalist, parce que j'estimais qu'il était victime d'un abus, compte tenu du fait que les règles de procédure dans le cadre de l'affaire à laquelle il était poursuivi n'étaient pas respectées. Ceci dit, par principe, j'estimais qu'il fallait, puisqu'il était victime du même engrenage que moi. Même si à un certain niveau, il peut y avoir des disparités, des divergences, mais il était victime, et pas le même procureur, le procureur Georges Meka. Tout portait à croire que Meka était, je peux dire, pour employer le terme de professeur Alain Fouguet, que j'ai écouté récemment au tribunal de grande du Fundi, dit peut-être qu'il s'illustrait comme un Boko Haram judiciaire, parce que des décisions et des instructions étaient données de façon, c'est-à-dire arbitrer sans respecter les procédures. Pourtant, il est un procureur de la République. Et vous verrez que c'est le même procureur qui fait interpeller Georges Gilbert Baona de façon spectaculaire. Vous avez vu qu'il a été filmé de l'hôtel de l'Étoile Mekki, de l'hôtel jusqu'à l'Étoile Mekki. C'est le même qui fait interpeller Martinez. C'est le même qui me fait enlever parce que j'étais enlevé un 28 mai nuitamment à Yaoundé. Et j'étais sans mandat, sans convocation. Bon, pour revenir, c'est dit donc que lorsque je sors de prison, Martinez et moi, on échange, et puis on se rencontre lorsqu'il arrive, parce qu'il faut dire, le 9 mars 2022, lorsque je suis enlevé et laissé pour mort, la veille, j'ai fait un post sur ma page Facebook, lequel post, il figurait, il y avait une image où il y avait le ministre des Finances, et monsieur Jean-Pierre Mokoulenga. J'ai mis un commentaire en haut, vive la ligne 94. Bon, avant, c'est-à-dire un an avant que Martinez n'entre au fond de ses investigations liées à ces scandales. Donc, un an avant, vous avez déjà fait ce poste. Effectivement. Et quelques temps après, vous avez été enlevé. Le lendemain. Le lendemain, 2 jours avant, ça devait être le 6 ou le 7 mars 2022. J'ai été enlevé. Donc, du coup, un an, parce que avant, il faut dire avant qu'il n'arrive à produire l'ensemble des documents, c'est pas seulement ce poste que j'ai à faire, même avant d'aller, nous parlions déjà de la ligne 94. On parlait déjà des largesses financières que bénéficiaient certaines personnes. Du coup, donc, le 28 décembre 2022, Martinez Zogo me dit qu'il a un sujet très sensible sur lequel il aurait souhaité qu'on échange. C'est ainsi que je me rends à son bureau au niveau de Amplitude FM. Nous nous rencontrons en bas à l'entrée, il y a un secrétariat, on échange. Il me produit un document d'au moins 320 pages. C'est comme un mémoire. Dans tous ces documents, c'est des marchés concernant les lignes 94, 65 et 57, qui concernent Jean-Pierre Amogo-Belenga, lui seul. Au moins 320 pages. On vous parle des cravates qui sont livrées à hauteur de 116 millions, des lingeries, etc. C'est-à-dire, lorsque j'ai vu ce document, oui, puisqu'on citait aussi des personnalités à la présidence, il n'y a pas que cela aussi, puisqu'il y avait d'autres documents qui arrivaient. Je lui ai d'abord posé la question de savoir comment il fait pour entrer en possession d'un document aussi sensible. Oui, parce que je vous assure, même si vous allez dans des services publics, même si vous monnayez, pour que quelqu'un prenne le risque de vous donner ces documents, c'est un scandale.
Le document dont je parle, il y a une copie au ministère de la Justice, il y a une copie au Consupé, il y a une copie à la CONAC, il y a une copie à la gendarmerie. Déposé par qui? Par Martinez, puisque quand vous voyez, il y a l'ampliation. Mais je lui ai dit, en toute honnêteté, moi, pour Chouta, je ne peux pas prendre le risque De travailler sur ce de parler sujet. sur un sujet comme celui-ci, si je n'ai pas une garantie de sécurité. Je lui ai dit, D'accord. ce sujet va emporter les têtes. Les gens entendent peut-être les lignes 94 avec les oreilles. C'est une histoire. Des patrons des médias, ils sont nombreux là-dehors. Des personnes insoupçonnables, des hommes politiques. Vous avez vu, il y a un dossier, vous vous souvenez, il a fait le projet de pisciculture que Joshua Oshie, qui n'existait pas. On parle de plus de 1,2 milliard. Passer l'argent. Ils sont nombreux qui bénéficient de ces... Du coup, lorsque vous attaquez un sujet comme celui-là, vous devenez une menace. Vous dérangez, pour employer le terme sociologique, sociologiquement parlant, pour employer le terme de Ngandongo. Oui. Ouais. Du coup, je lui fais savoir que pour que je parle de ce dossier, je dois avoir une garantie sécuritaire. Tant que je n'ai pas la garantie sécuritaire, je ne parle pas de ce dossier. Je dis, à défaut, achemine dans le dossier à quelqu'un à l'étranger. Et je lui prodigue le conseil, si tu veux t'engager, rassure-toi que tu es en sécurité, ou à défaut, quitte Yaoundé, va te cacher quelque part. Tu enregistres tes émissions, tu envoies, tu restes là même pendant 5 mois après. Alors, il me rappelle le 9 janvier. Non, les jours qui suivent, il m'envoie quand même d'autres documents. Oui. Il y a des pas de travail, des autres par WhatsApp, on échange. J'allais même d'ailleurs publié, puisque j'estimais que c'était pas aussi, parce qu'il fallait faire un travail de fond pour développer le sujet le document de 320 pages. Alors, il est question qu'on se rencontre parce qu'il avait un autre document très confidentiel. Malheureusement, nos emplois de temps ne concordaient pas. Le 9 janvier 2019, je crois qu'il devait être 11h ou 13h, Martinez m'appelle, paniquant au téléphone. Il me dit, Paul, où on est là, l'heure est grave. On est en danger. Il y a des proches de Jean-Pierre Amogo Belenga qui ont dit qu'ils vont nous tuer. Toi, moi, Aman Mana, Christophe Obekono, Jacques Blaisevier, Georges Gilbert Baola, voilà les noms qu'il m'a cités. J'ai dit bien, le 9 janvier. C'est lui-même Martinez qui m'appelle au téléphone. Je vous cite les noms. J'ai la preuve de ce que je dis. Tout à fait. Je ne fais pas des déclarations. Et il me dit cela. Il me dit, j'ai rencontré le commissaire, je ne sais pas de qui il parle, mais il a suggéré qu'on ébrute l'affaire. Je lui ai dit, ok, prends les dispositions. Il dit que je préfère que c'est toi qui en parles. J'ai dit non. On est tous cités. Je suggère plutôt qu'on fasse un live sur ma page et qu'on prenne même le dossier là, cette fois-ci, comme c'est que nos noms circulent. Mieux on finit une fois avec. Oui. Je lui ai dit, il faut donc qu'on se rencontre, on prend tout le dossier, on explique que c'est par rapport à ça qu'on veut. Il m'a dit, ok, j'ai pas de disposition, je te fais signe. Mais dès qu'il me raccroche, si vous partez sur ma page Facebook, je fais un post où je dis, à l'aide, je suis en danger, ils veulent ma tête. C'est le même jour dès qu'il m'a appelé. C'est après ça, parce que c'est pas des blagues. Et je ne vous dirai pas d'autres sources qui sont venues me dire parce qu'il faut les protéger. Tout à fait. Qu'il y a eu des réunions qui se sont tenues et qu'il était question qu'on nous fasse la peau. Alors, malheureusement, Martinez ne me fait plus signe. Mais il me dit, je ferai tout pour que le dimanche, je crois que ça devait être le 15 janvier, 2 jours avant son enlèvement, on se voit pour faire. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais déjà, saisis les autres, saisis les organismes de défense des droits de l'homme et autres, saisis, va même à l'ambassade, déjà et tout. Ce 15, il ne me fait pas si on ne se voit pas. Jusqu'au mardi. Non, lundi, on s'échange, le 16. Je lui demande pourquoi, il dit, c'était un peu très compliqué. Je me suis dit peut-être que c'était des mesures, parce qu'il frappait fort quand vous suivez les émissions. Bien sûr, bien sûr. C'était pas, il n'allait pas des mains mortes. Bien sûr. Du coup, le mardi, parce que lundi, il était, parce que je crois que c'est mardi qu'on apprend son enlèvement. Le lundi, il fait l'émission. Il y a le directeur de publication du journal La Cible, à Bénin. C'est lui qui m'appelle. Il me dit, Tara, l'heure est grave. J'étais avec Martinez hier. On s'est séparés aux environs de 17 heures. Depuis le matin jusqu'à maintenant, son numéro ne passe pas. J'appelle sa femme Diane. Elle n'a pas de ses nouvelles. Je dis, mais comment ça? Il me dit, Galant, c'est grave. Je lui dis, mais si le numéro de Martinez ne passe pas, parce que je vérifie d'ailleurs. Oui. Puisque j'ai échangé avec lui, il dit, non, là,
ça devient compliqué. J'appelle son épouse, elle est en larmes. C'est où je prends le téléphone, je fais un texte, je fais une alerte pour dire Martinez Zogo est porté disparu. Quelques heures après, des sources me disent qu'il a été enlevé à tel endroit exactement. Jusque-là, je m'abstiens, puisque dire qu'il a été enlevé, c'est un peu quelques jours le lendemain. C'est facile. Mais il y a un patron de presse que pour le moment, je ne vais pas citer son nom. Il se connaît ça. Il a eu l'occurrence de me dire que Martinez lui a fait savoir qu'il devait aller se cacher. Qu'il le lui a dit. Pour le moment, je m'abstiens de donner son nom. Il est quelque part à Omnisport. Suivez mon regard. Il m'a dit que Martinez Zogo est allé, lui a fait savoir qu'il allait se cacher. Quelques minutes après, Boris Berthold écrit que Martinez Zogo se serait caché. Honnêtement, j'étais perdu. Je me suis dit, mais l'histoire, si, peut-être qu'on peut voir que les gars, si ont raison. Je ne peux rien à aller vérifier où on m'a dit qu'on, parce qu'on m'a dit qu'on l'a enlevé devant une gendarmerie. Je vous jure, je n'ai pas cru. Puisque pour moi, la gendarmerie, c'est le lieu par excellence où on peut être en sécurité. Tout à fait. Néanmoins, on démarre le véhicule. J'appelle un ami, collègue qui a Canal 2. Je vais dans son bureau le chercher, puisqu'il me dit qu'il maîtrise la gendarmerie. Je ne connaissais pas la gendarmerie de Nkolo-Kondi. Je n'avais jamais entendu parler d'ailleurs. Après, Fridolin qui m'appelle, je lui dis, ok, je vais à tel endroit. Il me dit, prenez-moi, on va, puisqu'il est en Goussou, on le prend au rail. C'est comme ça que nous arrivons. On arrive, on trouve les débris des pare-brises du véhicule de Martinez au sol, à l'entrée de la brigade gendarmerie. Nous entrons pour rencontrer le commandant. Malheureusement, le commandant dit que le dossier, il est interdit de parler, que le dossier a été transmis à la Légion. Mais je vois le véhicule, la Yaris de Martinez au garé, Avec dans la gendarmerie. les pare-brises. Avec les pare-brises. Cassé. Nous quittons, on va chez lui parce que la gendarmerie n'est pas loin de son domicile. On arrive, on trouve son épouse Diane, la moyenne. On pose des questions, on pose des questions, on pose des questions, et la moyenne. Mais des témoignages des personnes devant la brigaderie, je dis bien des personnes, parmi lesquelles une jeune fille très brave, de classe de 3e, qui a vécu la scène, témoin oculaire. Elle nous explique que ces gars sont arrivés à bord d'une Prado. Martinez Zogo a roulé, il est venu, il a cogné la barrière. De la gendarmerie. Malheureusement, elle était fermée. On parle des histoires de 20h, 20h30. Et je vais vous dire que dans cette gendarmerie, il y a tout un bâtiment où le personnel y vit, y compris le commandant. Dans cette gendarmerie, y compris le commandant. Alors, ce qui se passe, des témoignages révèlent effectivement que quand ces gens sont arrivés, Martinez, lorsqu'il cogne, il sort de son véhicule. En sortant, la portière le renverse. Puisque comme c'est une pente au niveau de la c'est une pente. Oui. Mais il se lève néanmoins, il court, il essaie d'aller escalader. 4 personnes sortent de la Prado avec le taser. Ils neutralisent Martinez. Ils le mettent dans le véhicule. C'était tellement expéditif que ça n'a même pas fait 5 minutes. Puisque j'ai posé la question aux populations, mais vous avez vécu une scène comme celle-là. Pourquoi vous n'avez pas réagi? C'est tellement expéditif. Mais ce qui est d'autant plus curieux, c'est le silence de la gendarmerie. Oui, on peut penser, d'aucuns disent que peut-être c'est dire qu'on venait braquer, oui, mais quand on vient braquer, vous faites des tirs de sommation. À défaut des tirs de sommation, lorsqu'ils partent, vous appelez les unités, les corps à côté, puisque je suis sûr que s'ils avaient réagi instantanément, ils ne seraient pas sortis avec Martinez. Parce que le lieu où on prend Martinez, lorsque vous remontez là, vous sortez à Foujoura chez M. Bidounkouat, vous descendez, vous continuez par soi. C'est pourquoi j'ai été de ceux qui ont dit la thèse selon laquelle on a amené à l'immeuble Camp. Vraiment, cette thèse pour moi ne tient pas la route. Parce qu'on ne peut pas enlever quelqu'un sur la route de soi, je peux dire ça. On l'amène à l'immeuble Camp, on le torture. C'est pour le ramener avec lui. Pour moi, ça a été trop, cette thèse a été trop légère. Donc, du coup, voilà comment nous apprenons son enlèvement. Néanmoins, on continue de lancer, les choses se battent comme on peut. Tout à fait. Mais sachant ce que moi j'ai vécu, le jour de mon enlèvement, j'ai dit à ce collègue et à mon épouse que si c'est les mêmes gens qui m'ont enlevé, je doute fort que Martinez revienne vivant. Parce que ces gens partaient m'assassiner. Alors, il est enlevé pratiquement le 15. Le 17 janvier, son corps est découvert. Quelle a été votre réaction, Paul? Qu'est-ce que vous êtes dit à la découverte de son corps? Qu'est-ce que je me suis dit? Oui. Disons que à la découverte de son corps, j'ai d'abord coulé des larmes.
Mais je peux vous dire que j'étais un peu préparé. Pourquoi j'étais préparé? Sachant ce que j'ai vécu. J'entends les gens faire des commentaires. J'ai dit, il y a des réalités qu'on n'écrit pas, qu'on ne dessine pas. Il faut les vivre pour savoir. Je suis un survivant. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit à mon épouse et à ses collègues, ses confrères, si c'est les mêmes gens qui m'ont enlevé, je doute fort que Martinez revienne. Elle a vie sauve. On va parler de ce qui vous est arrivé tout à l'heure. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer un moment. Le souvenir. Martinez est nu, en tenue d'Adam. C'est de la même manière qu'on m'a laissé. On lui a fait manger les excréments. Ils m'ont fait consommer de la boue. Mon corps, le jour que mon épouse est venue me chercher pour m'amener à l'hôpital, il y a un cabaret au niveau de Hala. Il y a un ami qui travaille là, Thierry Fa, allez vous renseigner. C'est ces gens qui m'ont donné 4 sous pour enlever la boue sur moi. J'étais méconnaissable. Donc du coup, quand vous avez ce souvenir dans vos couchers, et vous apprenez la mort de Martinez, tout de suite, j'ai dit, que faire? J'ai pleuré, j'ai pris le téléphone. J'ai appelé la femme de Martinez. Je lui ai dit, sois forte. C'est tout ce que j'ai pu faire. Et subitement, nous sommes dépêchés en allant au niveau du, pour le corps, ils étaient en chemin pour la mort. Nous sommes allés, j'ai passé presque 4 heures de temps avec son épouse à la mort. Elle était assise à même le sol. Mon épouse et moi, nous y étions pour la consoler. C'était pas du tout facile. Ce jour, j'ai même pas pu avaler quelque chose. C'était très douloureux. Très douloureux. D'accord, Paul, je propose qu'on marque une pause. On se retrouve dans la deuxième partie de cet entretien. Le temps pour nous de marquer cette transition publicitaire et effectivement rencontrer nos partenaires d'Izetac. À tout de suite. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. À quelques mètres du carrefour Yassa à Douala, trône majestueusement Izetac. Créé en 2015, Izetac est le plus important des instituts privés des enseignements supérieurs bâtis dans la capitale économique du Cameroun. Il est construit sur une superficie de 2 hectares avec 2 grands bâtiments imposants qui abritent les salles de cours et le bloc administratif. Tout récemment, en marge de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse, le top management d'Izetac a lancé les journées portes ouvertes du 8 au 10 février. 3 jours d'entretien, d'orientation, de conseils et de présentation du savoir-faire d'Izetac aux futurs bacheliers venus par milliers visiter tour à tour les infrastructures ainsi que les ateliers de génie mécanique, de chaudronnerie et de fabrication métallique, ou encore celui de menuiserie et ébénisterie dont dispose l'université. C'était vraiment agréable. Déjà, j'ai apprécié le fait qu'ils sont venus nous chercher avec leur cas et ils nous ont amenés ici à l'établissement. Et ensuite, ils nous ont bien accueillis. Ils nous ont fait visiter leur établissement. Nous avons visité la salle multimédia. Nous avons visité plein d'autres domaines. Et aussi, je peux dire que Izetac nous offre plusieurs opportunités dans le monde de la formation et aussi de l'emploi. Comment ils s'y prennent, par exemple, pour dépisser une panne sur le véhicule à l'aide d'un appareil de diagnostic. Comment ils s'y prennent pour réparer la panne. Et aussi, comment certains systèmes des véhicules fonctionnent. Notamment le fonctionnement d'un moteur diesel, le fonctionnement d'un moteur essence, le fonctionnement d'un système d'ingestion d'essence électronique, le fonctionnement d'un système d'éclairage signalisation automobile, ne serait-ce que ça. En guise d'innovation, Izetac vient de nouer un partenariat dans les domaines portuaires et maritimes avec Shanghai Ocean University of China et Regional Maritime University of Ghana. Avec ce partenariat, les étudiants formés par Izetac sortiront munis d'une licence et d'un master, ainsi que d'une certification dans la filière qu'ils auront choisie. Et ce n'est pas tout. Il y a 6 filières sur lesquelles Izetac va former à compter de l'année académique prochaine. La filière pêche maritime, la filière aquaculture, la filière électromécanique navale, la filière sciences nautiques, la filière gestion logistique portuaire et maritime et la filière sécurité et sûreté des plateformes pétrolières, portuaires et maritimes. En fait, ces filières-là
Le cycle, généralement, c'est sur 5 ans. Sur 5 ans, mais avec au départ l'obtention d'une licence. Alors, la formation va se faire en 2 volets. Il y aura un volet qui va se faire ici au Cameroun, la partie théorique, et une partie pratique qui va se faire en entreprise. Et ensuite, les étudiants, selon la filière choisie, iront soit au Ghana, soit en Chine. Ça dépendra. Et je voudrais vous signaler que la Chine a un système de 4 ans pour avoir une licence. Alors, nous sommes en train donc de voir comment les étudiants feront 2 ans au Cameroun et aller faire 2 ans en Chine. Voilà un peu ce qui est en train de vouloir se passer. Plus de 7 années d'expérience qui auront permis à l'Institut supérieur des technologies appliquées et de gestion de former plus de 300 diplômés, de se doter de 20 ateliers et laboratoires sophistiqués, ainsi que de construire une mini-cité de 199 chambres où logent les étudiants pour un meilleur suivi. Un sérieux qui a hissé ISETAC au rang de 4e national au BTS en 2021 et depuis 2022, cette université est désormais sous-centre écrit des examens BTS. La formation à ISETAC se fait 70% pratique, 30% théorie. Parce que nous devons amener nos apprenants à pouvoir se prendre en charge après leur formation, après le passage à ISETAC. C'est pourquoi nos ateliers sont suffisamment équipés avec des appareils de la pointe. Et ça se dessine par quoi? Par les résultats, par nos résultats que nous obtenons dans les différentes sessions d'examen nationaux. Pour le reste, ISETAC offre des formations dans d'autres domaines tels que banque et finance, génie civil, menuiserie et ébénisterie, en cycle BTS, HND, licence professionnelle et master professionnel. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec Raoul Patrick Befeirok et toujours avec notre invité, Paul Chouta. Alors, dans l'affaire Martinez Zogo, certains membres de la DGRE ont été arrêtés, ainsi que le patron du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Mogo-Belinga, que vous citiez tout à l'heure en première partie d'émission. Mais leur entourage, notamment l'entourage du patron du groupe L'Anecdote, estime qu'il est en prison pour rien et que c'est une cabale qui est lancée contre lui. Est-ce que vous partagez cet avis? Il est difficile de partager cet avis. C'est très difficile. Hein? Difficile parce que il faut, pour être objectif. Oui. Pour le moment, personne n'est coupable. Tout à fait. C'est la démarche judiciaire. Tout à fait. Ils sont sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'ils bénéficient encore de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que la justice établisse la responsabilité des uns et des autres. Mais lorsque vous rentrez en arrière, vous imaginez les actes posés par le patron du groupe L'Anecdote. Comme on le dit souvent, peut-être qu'il est victime de ses propres tueries. S'il n'a rien à y voir. Je parle sous... Souvenez-vous que c'est le seul média au Cameroun depuis que le Cameroun existe, qui a toujours pris le malin plaisir d'insulter, de dénigrer les gens dans les médias. Tout simplement peut-être que parce que vous avez dit quelque chose qui ne sied pas ou qui ne plaît pas. Souvenez-vous qu'une fois, je crois que c'est lui qui avait dit « Je vais vous envoyer mes journalistes. Je vais vous envoyer mes journalistes sur vous. » C'est la même personne qui a dit qu'elle n'a peur de personne. C'est la même personne qui a insulté les tribus. Notamment les Bétis, vous connaissez ce qu'il a dit. Les Bamileke, vous connaissez ce qu'il a dit. Qui a méprisé le numéro 2 de la police. C'est la même personne qui a méprisé un ambassadeur. C'est la même personne qui a nargué la justice. C'est la même personne, propriétaire d'un média, dans lequel il y a un reportage dénommé grand reportage spécialisé pour insulter, dénigrer les gens. Je me souviens quand on a comparé Jupon Remingono à un singe au journal de 20 heures. Je me souviens encore de Sostin Fouda, je crois que c'est lui. Vincent Sostin Fouda. On a montré sa nudité au journal de 20 heures. Je me souviens encore, dans ce même média, un journaliste avait demandé de dératiser les anglophones. Ce journaliste aujourd'hui en justice, le même média, il a fait piétine.
parce qu'on avait accusé la Fondation Aya de livrer les armes aux Amazoniens. Un mensonge grossier dans un média. Lorsque vous consultez tous ces faits, vous voyez ce qu'on a fait aux mêmes journalistes qui, par le passé, se livraient à ces jeux. Vous l'avez vu au journal de 20h. Déchaussé. Ça dit, lorsque vous voyez ces images, vous comprenez que le personnage n'a même pas un minimum de pudeur. Le personnage n'a même pas un minimum de respect pour l'être humain. Parce que même si l'être humain, quel que soit ce que l'être humain a fait, l'être humain est une valeur inaliénable. Quand j'ai convoqué tout ça, et que quelques jours plus tôt, Martinez vous a appelé en citant votre nom, en disant que des gens lui auraient dit que j'ai envie de revenir. Bruno Bidjan avait fait un post. Je crois que c'était après le reportage d'Equinox. Oui. Pour dire que les voilà qui nous prouvent que quand on va agir, ça signifie quoi quand on va agir? Peut-être parce qu'il sentait son groupe de médias. Le même Bruno Bidjan peut-être la réaction a envoyé un message à Paul Désir. C'est pourquoi on a entendu Paul Désir. La commission mixte l'a entendu. Que voilà ton type que nous pouvons encore. Quand on va agir cette fois-ci, ça sera sans pitié. Je cite Paul Désir comme il a été entendu. Ça signifie quoi? Ça peut être peut-être une boutade, mais sauf que les faits sont quand même trop... Il y a trop de proximité. Voyez-vous? Du coup, lorsque vous avez vécu cela, lorsque peut-être que vous n'êtes pas au courant, je me souviens, quand j'étais en prison, avec le professeur Alain Foguet, qui est encore retourné en prison, m'a raconté qu'il était dans le bureau une fois de M. Amougou Belinga. Amougou Belinga l'a fait tabasser par des gendarmes. Il lui a dit qu'il n'est rien. Il l'a mené en justice au tribunal militaire, il a mis une de cause. Donc, si un homme a toujours tendance de faire humilier les personnes de cette manière, si un homme a tendance de vouloir toujours utiliser des méthodes peu orthodoxes, vous avez même vu ce qui s'est passé avec Obama. C'est après que la plainte est suivie. J'ai appris qu'on a même déplacé le procureur dans les bureaux de Vision. Je ne sais pas si Vision 4 est devenu le parquet. J'ai appris que Mekaï était pour auditionner Obama. Vous voyez que c'est difficile de ne pas défendre une personne comme ça. Même si c'est vrai que la personne n'est pas impliquée. Mais c'est dur. Surtout encore que, vu le contexte, Martinez Ogokié défendait M. Amougou Belinga. Il faut le dire. Vous voulez que je vous dise une chose? Non. Oui. Martinez Ogo m'a dit à moi que c'est Amougou Belinga qui l'envoie en prison. Parce que je lui ai posé la question que, mais, on connaît tous que la ligne 94 ne concerne pas que M. Amougou Belinga. Vous avez mené une investigation incroyable avec toute la documentation. Pourquoi lui? Il me dit, Paul, est-ce que tu sais que quand on était en prison, Tara, quand l'affaire du décès, c'est que tu vois, je n'allais pas en prison. C'est Amougou Belinga qui m'a envoyé en prison. Comment? Et pour ça, il me dit que c'est le procureur Meka qui a confié cela à quelqu'un qui lui a dit. Je cite, père à son âme. Il n'est pas qu'à moi qui l'a dit cela. Il dit parce que j'ai dit pourquoi selon toi? Parce que hier vous étiez à bon terme. Il me dit parce qu'il voulait avoir les bonnes grâces devant Bondo Ayolo. C'est que Martinez. Que vous a-t-il dit précisément au sujet de cette affaire? Je vous dis ce qu'il m'a dit, sauf si vous voulez que je dise autre chose. Je vous dis, Martinez Ogo m'a dit, puisque on n'est pas dupe, généralement on ne dit pas d'intérêt, pas d'action. Pas d'action. Excusez-moi, on ne fait pas le procès. Martinez était posé 5, comme moi je ne suis pas trop 5. Mais je lui ai posé la question de savoir pourquoi forcément le dossier Citara. Il dit non. C'est le type là qui m'a envoyé en prison. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais peu importe les faits, si je manque, qu'il m'amène en justice. On est quand même curieux de se poser la question de savoir pourquoi, tel qu'on avait convoqué Jacques Blaise Mvier à la police, pourquoi on n'a pas subitement aussi convoqué Martinez Ogo? Et il parlait, son enlèvement intervient dans un environnement où il parlait d'un sujet qui incriminait beaucoup plus un personnage, Jean-Pierre Amougou Belinga. Dans ce contexte, avec tous
les antécédents que j'ai cités, du moins les parties que j'ai citées. Il est difficile de croire à son innocence. Il est difficile. Puis, lorsqu'on découvre le cadavre de Martinez Zogo, tous les médias, jusqu'aux médias chinois, ont au moins rendu hommage. Le lundi, ça a dit, même fait semblant. C'est comme si il avait même une iniquité vis-à-vis du corps. Il dit même fait semblant, vous êtes journaliste. On a tué un journaliste. Tous les médias jusqu'en Chine ont rendu hommage. C'est-à-dire même un petit CNT. Alors, c'est suspect. Bon, on attend la justice, on ne dit pas que c'est lui, mais il est difficile de croire que il n'est pas... Ça peut arriver que peut-être, au regard de tout ça, que c'est autres personnes qui l'ont fait, mais il est difficile de le défendre dans un contexte comme celui-là que vous venez de décrire. Alors, l'on apprend aujourd'hui, Paul, que certains membres de la famille de Martinez Zogo veulent organiser ses obsèques, alors que l'enquête autour de sa mort n'est pas encore bouclée. Comment jugez-vous cette attitude? Non, lorsque vous dites certains membres de qui vous parlez, il faut savoir que il y a les avocats, notamment Maître Job Calvin, Maître Zefman, qui est à Paris, avocate au barreau du Cameroun de Paris, qui sont les avocats, puis ceux qui ont créé un collectif ne sont pas d'ailleurs les seuls, qui ont créé un collectif de défense des droits des ayants droit de Martinez Zogo, parmi lesquels son épouse. Mais il y a des informations qu'il y a une sœur de Martinez, qui aurait une sœur, qui veut créer du désordre au sein de la famille. Mais les dernières informations que j'ai, c'est que pour le moment, les ayants droit n'ont pas encore décidé de faire ou de s'appesantir sur le cas des obsèques. Donc, nous pensons que peut-être Martinez, au moins ce qu'on peut demander, qu'il ait au moins des honneurs au moins de la nation. Puisque, quoi qu'on puisse dire, quoi qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas été parfait, quoi qu'on l'aime ou pas, il est quand même mort avec l'arme à la main, puisqu'il dénonçait quand même, même si on veut dire qu'il y a des batailles, mais quand on nous démontre que ce qu'il disait était faux, il dénonçait les malversations financières qui ont abîmé, qui ont asphyxié et qui ont émasculé l'économie du pays. Vous voyez dans quel état le pays se porte. Disons, ne serait-ce qu'avec ce travail-là, nous pensons qu'il mérite des honneurs et que le président de la République décide même de lui décerner une médaille de vaillance. Alors, Paul Chouta, il y a quelques jours, vous avez publié sur les réseaux sociaux que des individus accompagnés, en compagnie d'une moto, rôdaient autour de votre domicile et se renseignaient pratiquement sur vous. J'ai envie de vous poser la question de savoir que veulent ces gens qui vous suivent tout le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Ils veulent m'assassiner. C'est une bonne question. Le projet actuellement, c'est de m'assassiner. J'y crois. Puisque au départ, c'était Martinez. Martinez me le disait de sa propre bouche. Même si je prenais un peu ça comme de la peur, mais finalement, une semaine après, on l'a assassiné. Donc, il est question de m'assassiner. Puisque vous savez que... Et ce que ces gens ne savent pas, c'est que même quand ils font des réunions, il y a des personnes parmi eux qui ne sont pas d'accord et qui nous donnent des informations. Mais ce que je voulais leur dire, j'ai fait mon travail. J'ai déposé une plainte après mon enlèvement à la brigade de Siméon. Chez mon ami Manga, qui piétine. Il faut que Manga m'appelle et me dise pourquoi ça piétine. On a également déposé une plainte au tribunal de grande instance du Fundi chez le procureur. Le dossier a été coté à la DRPJ. On ne m'a même jamais appelé pour m'entendre. Je ne sais pas pourquoi ça piétine. Mais j'ai fait une lettre que j'ai adressée au président de la République et j'ai saisi les instances. Qui a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux. Oui. Dans les normes, on devait au moins, pour un temps. Revoyez-vous que même l'épouse de Martinez, qui a été victime et filature, même après la mort de son mari, on a vandalisé le véhicule qui l'accompagnait à l'hôpital. Après la mort de son mari, c'est-à-dire même le commandant de Nkolou Kondi, où on a enlevé Martinez, n'a même pas eu l'intelligence d'envoyer au moins 2 gendarmes pour protéger la famille de Martinez. Il a fallu que dernièrement qu'elle s'est fait entendre au niveau, parce qu'il faut dire que les avocats avaient saisi la DGSN et le CED, il n'y a pas eu rien à bouger. C'est lors de l'audition qu'elle a réitéré cela devant la commission mixte. Et nous on salue au passage ce qui s'est passé. Le patron de la gendarmerie a délégué 4 gendarmes qui sont désormais domicile. Vous voyez avec quelle légèreté on a quand même pris. On aurait aussi dû peut-être lui faire du mal. Compte tenu, qu'est-ce qu'on devait faire? Moi j'ai crié et j'ai continué de crier. Rien n'a été fait. Mais, comme on le dit, souvent, chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi-même aussi, je me prépare avec mes goudins, comme à mon niveau. Mais qu'ils sachent qu'avant d'arriver, nous avons des informations
quelqu'un va rentrer avec les chambres brûlées. Moi-même, je prépare ma sécurité. Vraiment, je le dis ouvertement, puisque je sens que je suis abandonné. Ces personnes sont venues. Vous ne savez pas comment j'ai su qu'ils sont venus. Vous ne savez pas comment j'ai su qu'ils ont envoyé une dame qui jouait à la folle venir s'asseoir dans une supérieure qui n'est pas loin de mon domicile, en train de boire les bosses. Elle faisait comme si elle n'a pas toute sa tête. Et après, partait rencontrer certains gens pour faire des réunions. Mais depuis qu'on l'a identifiée, elle a disparu. Et nous savons. On ne fait pas la magie pour savoir qu'il y a des fous qu'ils envoient souvent venir tourner, faire semblant dans mon domicile, même notamment. On ne fait pas la magie pour savoir qu'ils envoient même des gars sur des motos. Ce n'est pas la magie, mais qu'ils se mettent bien, que ceux qu'on envoie là se mettent bien. Parce que le malchanceux va répondre. Alors, une certaine opinion vous accuse de manipuler l'information et de la marchander. Paul Chouta, prenez-vous de l'argent auprès de certaines autorités pour publier les informations? Je n'ai jamais rencontré une autorité dans le cadre, je mets quiconque au défi. Je n'ai jamais rencontré une autorité, peut-être à la télévision, ou peut-être par hasard en passant, puisque difficilement, je côtoie, je m'acclimate. Peut-être professionnellement, je peux appeler telle ou telle personne pour vérifier une information ou peut-être besoin. C'est le principe. Mais rencontrer honnêtement, et je n'ai jamais pris, j'ai dit, un radis, retenez bien, et je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Je vais vous raconter une histoire. Oui. J'ai grandi, les gens ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, qui ont grandi avec moi, pour vous le dire. Parlez-nous de vous. J'ai grandi dans un environnement où on m'a moulé, ma mère m'a moulé avec l'effort, la bataille. Je vivais au centre-ville de Baganté. Nous quittons souvent, on finissait les cours, on partait à pied au projet route du Noun, au niveau de l'Irak. On partait chercher à manger, on rentrait faire la cuisine. Donc ma mère, j'ai été moulé dans le moule de l'effort et de la sueur de son foyer. Ça va se contenter du peu qu'on a. Je n'envie personne. Du coup, il arrive que les gens vous appellent pour vous proposer des trucs. Je ne vais pas vous dire, je prends à témoin le grand frère Serge Bikoy avant d'aller en prison. Ou des gens m'ont appelé pour m'amener quelque part. Moi, j'ai dit non. Et j'ai dit à ces gens que si 5 minutes me trouvent encore ici, parce qu'en venant, j'ai dit aux gens que je venais ici. Si 5 minutes me trouvent encore ici, on va directement signaler que... Qu'est-ce qu'ils vous proposaient? Non, me proposer des services que je peux servir, que non, il y a des informations que je peux ne pas souvent diffuser. Je viens souvent les rencontrer, et puis je me tais sur des sujets. J'ai dit non, je peux pas faire, on va voir comment. J'ai dit je ne peux pas faire s'il y a de choses. Moi, j'ai quand même un salaire, même si ce n'est pas grand chose. Ça permet quand même de nourrir ma famille. Et je me contente de ce peu-là. Je n'ai envie de... C'est pour dire, je n'ai jamais pris 5 francs chez quelqu'un. Je n'ai jamais rencontré une autorité. Je mets quiconque au défi. Et je ne le ferai jamais. C'est pas pour dire que j'ai l'intention de le faire. Rassurez-vous. Je m'appelle Monsieur Propre. Je vous ai dit au départ, je suis quelqu'un de très rigoureux. Extrêmement rigoureux. Et vous ne blaguez pas avec votre notoriété. Tout à fait. Alors, Paul Chouta, voici un moment et un instant lourd dans cet entretien. Et je voudrais qu'on aborde cela avec le plus grand sérieux possible. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2022, vous avez été enlevé aux environs de 22h30. Vous avez été retrouvé presque mort. Racontez-nous, dans les plus grands détails, les circonstances de votre enlèvement. Oui, Romaric, cet enlèvement a intervenu dans un contexte, comme je vous l'ai dit. Il y avait le sujet saillant concernant les OTS, les enseignants qui se plaignaient de l'amélioration de leurs conditions de travail. Vous savez que j'ai énormément communiqué dessus. Et vous savez, c'était quelques jours après le décès de, il s'appelait Ibrahim, c'était Oumarou, le jeune enseignant qui est décédé dans le Nord. Dans le Nord, après avoir fait 10 ans sans salaire. Sans salaire, oui. Et où les autorités ont voulu mentir, vous savez, en disant qu'il est mort au Nigeria, alors que qu'il est mort, je crois, on a dit qu'il est mort, on a fait un faux certificat de décès, où j'ai établi qu'il est effectivement allé au Nigeria, au niveau de Dimetia et tout. C'est dans ce contexte. Mais 2 ou 1 jour avant, je vous ai dit ici, j'ai fait un post où j'ai mis vive la ligne 94. Parce que je me surprends toujours quand on parle de la ligne 94, c'est comme ça dérange. C'est quand ce qui arrive en Martinez arrive que je me cautionne que, mais pourquoi c'est 1 jour, 2 jours avant que je mets la photo concernant la ligne 94 que cela survient.
Mais il y a même ça, avant ça, il y a des personnes qui m'ont appelé pour me conseiller que dans le dossier que tu touches là, quelqu'un m'a fait un exposé. J'ai compris à quel point je pouvais être zigouillé comme une blague. Donc du coup, ça arrive, nous sommes le mercredi 9 mars. Il y avait un match de Champions League qui opposait Paris Saint-Germain à Real de Madrid. Bon, vous savez que je suis un Parisien. Ce jour même, j'avais le pantalon de Paris qui sont allés avec Ian. Donc, nous sommes allés regarder le match chez un ami au rond-point d'Amas. C'est un ami d'ailleurs qui a un café. Y étant, vous savez que j'ai un principe. Difficilement, je fais mes besoins dans les toilettes. Les toilettes publiques? Oui. Des snacks ou je décide de sortir pour essayer de... Lorsque je mets le pied hors du café, c'est-à-dire, il y a un monsieur qui est bien baraqué, il était comme Gano. Mais le gars vient là et dit, oh, Polo, je me dis que bon, peut-être c'est quelqu'un qui me connaît et qui veut... Par courtoisie, oui, mais le gars, dès que je fais il me porte là, il traverse la route avec moi. C'est où je connais. Et le véhicule était garé. J'ai dit, si vous connaissez au rond-point d'Amas, le café là est là. Oui. Le véhicule est garé là de l'autre côté. Oui. Ils prennent, ils traversent la route avec moi. C'est où je commence à crier au secours. Parce que la manière qu'il m'a... J'ai dit non, ça ce n'est plus l'ami, c'est suspect, c'est dangereux. Nous sommes même tombés. Des jeunes du quartier sont arrivés et ses complices étaient là assis dans les deux cafés parce qu'il y a, en dehors de où j'étais, il y a un autre café, il y a un autre snack à côté. Ils sont sortis, ils sont venus intervenir. Ils avaient un pick-up avec les vitres fumées. Je crois que les pick-up devaient avoir la couleur verte. La couleur verte renvoie à la gendarmerie ou bleu renvoie à la police. Parce que les jeunes qui me connaissent sont venus intervenir. Ces gens leur ont fait savoir que non, ce sont les forces de sécurité, je suis recherché. Ah, c'est ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils ont dit. Aux jeunes du quartier? Aux jeunes du quartier. Les jeunes là, ils sont encore là. Pour les dissuader? Pour les dissuader. De les laisser partir, vous amener. C'est comme ça que les gars me portent, ils me jettent directement, parce qu'ils n'ont même pas donné l'opportunité que je parle. Ils étaient au moins, je vous dis, c'est toute une équipe, ils étaient au moins 11. Quand vous remenez les enquêtes, parce que ils occupaient les deux cafés. C'est là où il y a le King Shisha, il y a ce solo. Oui. Ils occupaient les deux cafés. Celui qui m'a pris était assis à l'entrée de ce solo, qui est à côté de King Shisha. Et il a commandé une kadi et un shawarma. C'est ça qu'il consommait. Bon. C'est pourquoi quand je questionne le sérieux dans cette enquête, c'est parce que les enquêteurs ont tous les éléments pour interpeller ces gars. Du coup, les autres sont assis à l'extérieur d'où j'étais, parce que j'étais à l'intérieur avec le propriétaire du café, on regardait le match et d'autres amis. Quand vous reparcourez les caméras, parce que les caméras existent, et c'est pourquoi ils demandent pourquoi l'enquête piétine. Vous voyez, dès qu'ils arrivent, les gestes qu'ils font sur la table, d'autres sont à l'intérieur. Alors quand je sors, ils m'apostrophent, ils me jettent dans le véhicule. Dès qu'ils ferment les portières, ils se mettent à me rouer avec les coups de poing. Ils enlèvent mon t-shirt, ils déchirent. Ils enlèvent mon enjeu, ils déchirent. On attache ma bouche, on attache mon visage. On me demande de poser les mains sur la tête et que je baisse la tête. Chose que j'ai fait malgré cela, au niveau de la côte, les coups de poing, celui qui était assis côté chauffeur là devant, et celui qui était derrière. Chemin faisant, ils ont pris une autre personne qui est montée derrière le pick-up. Ils m'ont amené sur l'autoroute parce que quand ils traversent, ils sont allés tout droit passant par Ebon. Ebon, ils prennent l'autoroute jusqu'au niveau de l'école publique de Meyo. Avant le premier échangeur du rond-point, oui. Ils ont pris la servitude qui était là, derrière l'école publique de Meyo. Et chez moi, ils m'ont dit, hein, tu veux montrer que tu connais parler, tu peux parler plus que qui? Qui t'a envoyé? Dis-nous qui t'a envoyé. Où est ton téléphone? Heureusement, mes téléphones étaient sur la table. Oui, donc vous êtes sorti. Oui, parce que je ne rentrais pas, j'ai laissé le téléphone sur la table et avec les amis avec qui on regardait le match. Mais j'avais ce qu'on appelle généralement le choronko. J'avais un petit choronko dans la poche. Avec une autre puce que j'appelais avec. Ils ont pris ça, ils ont dit, où est ton téléphone? Où sont tes téléphone? Que voilà le téléphone. On dit non, tu as le téléphone, il a laissé. Si vous voulez, on rentre chercher, mais sauf qu'ils ne pouvaient plus retourner, sachant que c'était un pouvait pas. Alors, ils m'ont conduit là, ils m'ont dit, qui t'a envoyé? J'ai dit, envoyé par rapport à quoi? Tu parles beaucoup, pourquoi? Tu as dit quoi l'autre jour? Qui t'a envoyé? Voilà les questions qu'ils me posaient. Il dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Qui t'a envoyé? Dis-nous, tu travailles pour qui? Il dit, moi, je travaille pour personne. Je ne sais pas pourquoi vous me posez. Je travaille parce que j'estime que j'ai des opinions et je travaille pour un média.
C'est tout. Ils sont arrivés, ils m'ont. Lorsqu'on est arrivé, derrière le corps public de Moyo, ils ont ôté mon pantalon, Bermuda, tout. Ils m'ont laissé nu comme un vérité. C'était devenu comme un jeu. Chacun me frappait à tour de rôle. Ils avaient des papins dans la voiture qui prenaient, me frappaient au niveau de la tête. Vous voyez si vous voyez les images encore, ils avaient même des fouets, donc ils étaient préparés pour la circonstance. Ils avaient des fouets. Quand vous voyez mon dos, encore les images, vous voyez des lacérations au niveau du dos et tout ça. Ils m'ont frappé. Après, j'ai simulé la mort. Il y a un qui parlait en pidgin. Knee down. Je me souviens. J'ai simulé la mort, j'ai craché du sang. C'est où je suis tombé. Avant ça, ils m'ont dit, mange. Ils m'ont fait ramasser une bonne quantité de boue. J'ai mangé. Ils m'ont dit, ouin-toi avec. Je me suis ils ont conscient avec mon papin. Ils ont frappé là. La chance que j'ai, c'est que il y a 2 motos qui viennent laisser des gens quelque part devant en haut. Parce qu'après, à la servitude, là, il y a des maisons un peu plus haut. Quand les motos se sont arrêtées, c'est où ils sont rapidement entrés dans nos véhicules. Ils ont démarré, ils sont partis. Je suis encore resté là au moins 20 parce que j'avais perdu connaissance. Et pour vous dire, quand je suis sorti de là, je me suis levé. J'ai commencé à marcher. J'ai d'abord pris la route qui partait plutôt à l'aéroport. C'est quand j'arrive, je vois la plaque Complexe Mundi, que je me rends compte que non. Là, je suis en train d'aller à l'aéroport, je ne rentre pas sur Yaoundé. C'est où je rebrousse chemin. Puisque je connais bien le complexe, j'y été une fois, quand j'ai vu la plaque, je sais que non. Le complexe Mundi, déjà, je suis en train d'aller en Simalène. C'est où je retourne. Heureusement, j'arrive dans un carré ici à Hala, où j'avais rencontré Thierry, parce que l'une des chances aussi, c'est que je maîtrisais un peu cette autoroute, parce que c'est nous qui l'avons inaugurée. Oui. On m'avait appelé pour la couverture de l'inauguration pendant la CAN. J'y étais. Donc, quand j'arrive dans ce cabaret, donc, les gens ont commencé à fuir. Parce que chez moi, à l'autoroute, on ne stoppe pas les voitures. À l'autoroute, c'est quelque chose qui est... Donc, en plus, avec la face enflée. Oui, partout, nu comme un verre. Ça dit, j'étais nu avec la boue partout. Ça dit, les gens accéléraient même, on ne savait pas si c'était les simulations des agressions. Puisqu'il se faisait quand même tard, à une heure comme celle-là, on voit quelqu'un à l'autoroute, tout nu. Qui peut s'arrêter? Même si peut-être vous n'avez pas de moyens de sécurité pour vous dire qu'il faut s'arrêter. C'est difficile. Mais j'ai quand même marché. Et dans ma tête, je disais seulement que même s'il avait tombé, parce que je me sentais pas vraiment à l'aise. Je me sentais pas, j'étais épuisé. Je me disais que même s'il fallait que je meure au moins où les gens vont facilement me voir. Parce que où ils m'ont laissé là, si je mourais là, je vous assure, c'est derrière le corps public. C'est un truc que les gens, ça peut faire même 5 ans, les gens ne passent pas là-bas. Surtout qu'il y avait encore des bus, parce qu'ils étaient encore en chantier. Donc, ils se sont préparés, ça veut dire que c'était ils sont venus d'abord, ils ont reculé la bus pour circuler. Mais j'arrive là quand même. C'est quand je donne le nom de Thierry Fa que les employés me prêtent l'oreille. C'est où je me présente, je dis je suis tel. Je connais Thierry Fa. Le gars me dit, mais je te connais, Paul, c'est toi qui es comme ça. Il y a un des collègues là qui me dit, mais je ne te reconnais plus, qu'est-ce qui se passe? C'est où je lui explique donc, il me dit, est-ce que tu as un numéro en tête? Je dis oui, le numéro de madame. C'est comme ça qu'il prend le téléphone. Il appelle, quand il parlait, on entendait passer, où il a pris lui-même, il a dit, non, madame, venez. Elle-même aussi, elle paniquait. Et avec raison. Puisque bon, les gens lui disent que non, ça peut arriver qu'il y a souvent des agresseurs comme ça, qui disent que non, tel est comme ça, alors que, c'est une simulation pour faire du mal. Mais ce qui suscite beaucoup plus sa curiosité, c'est que lorsqu'elle appelle, mon téléphone sonne, personne n'a de chose qui n'arrive. Parce que, bien avant, elle et moi, on échangeait sur WhatsApp. On s'appelait, on échangeait. Mais subitement, elle a compris que, elle a quand même pris son courage avec ma nièce. C'est où elles sont venues au niveau de Ahala. J'ai trop le temps avec la boue partout sur moi. Je profite encore pour remercier les employés de ces cabarets qui m'ont donné 3 seaux d'eau pour enlever la boue qui était sur moi parce que je ne pouvais pas arriver à l'hôpital dans cet état. C'est madame qui m'a lavé partout. Et puis le taximan aussi, je suis sûr que peut-être il se souvient, qui a eu ce courage parce que madame paniquée, elle a dit non. Même s'il y a quoi, allons. Si c'est compliqué, on va fuir, allons-y. Il a eu, c'est le même taximan qui m'a transporté et qui est rentré même sans prendre de l'argent. Il m'a laissé à l'hôpital. Il a eu des interventions qu'il a eu. La première des choses qu'on a fait, c'est la radio. Il fallait faire un scanner cérébral parce que ils m'ont frappé ici, au niveau de la nuque. Et les spécialistes expliquent qu'ici,
se situe le rachis cervical. Et dès que votre rachis cervical est touché, hémorragie interne. Donc vous comprenez qu'il ne me frappait pas là par hasard. C'est des spécialistes dont ils voulaient... Ce qui est curieux, c'est qu'il y a une communication le lendemain où les gens, notamment Sismondi, racontaient que j'ai bagarré, on m'a tapé. J'étais curieux. Le même Sismondi qui a pleuré devant moi au set, quand il a vu au moment où je suis venu le soutenir, quand il était plusieurs fois convoqué, il était abandonné à lui-même. Et je suis curieux de savoir qu'il y a quand même des gens qui ont eu le courage de s'asseoir et dire du n'importe quoi. Banaliser votre enlèvement. Tout à fait. Vous banalisez effectivement mon enlèvement. Je me demande bien si c'est une usine. Vous comprenez que c'est pas chose facile. Ben, compte fait, j'ai déposé des plaintes qui jusqu'ici, depuis 1 an, ne bougent pas. Je continue à demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que des personnes, des autorités sont ravies de ce que j'ai subi? Est-ce qu'ils sont complices? Parce que je me pose toutes les questions. Je vous répète que il ne fallait pas un miracle. Il suffisait seulement de déclencher une enquête sérieuse. En 24 heures, on identifiait ces gens-là. À Damas, il y a les caméras. Où on m'a pris, il y a les caméras. Il y a les caméras. Oui. En face même, au niveau du poteau, sur les 2 poteaux, il y a les caméras des 2 cafés. Solo a sa caméra et Césaire a sa caméra. Puisque j'ai appris que là-bas, on cassait beaucoup les véhicules. Mais sauf que, je veux que Manga nous dise aussi, le lendemain de mon enlèvement, Manga, c'est quelqu'un que je connais, on s'appelait. Qui est Manga? Le commandant de Simeon. Il n'a pas pris sur lui de venir d'abord me rencontrer à l'hôpital. Il a convoqué les 2 propriétaires de Snap pour demander les images. Quelle était l'intention? Et quand je demande les images à ces propriétaires, ils disent que les caméras sont gâtées. C'est curieux. C'est curieux. Et je suis arrivé à Simeon, à l'aéroport, pour aller chercher à l'autoroute où j'ai été conduit. Je l'ai quand même appelé que mon commandant, je suis sur les lieux. Je sais que vous venez avec des éléments, faire le constat que voici où on m'a... Parce qu'il y a eu un pied de ma babouche qui est resté là-bas. C'est même ça qu'il y a un pied de ma babouche. Bon, il n'est pas venu. Bon, d'ici, il y a les caméras de la police. Ici, au rond-point de Damas, la police a installé les caméras partout, jusqu'à... De l'autoroute, il y a les caméras installées. Je ne sais pas pourquoi jusqu'ici, l'enquête... Je me souviens une fois, Manga m'avait dit que c'est un dossier compliqué. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut qu'il m'explique, mais qu'il sache que jusqu'ici, son attitude me paraît très suspecte. L'attitude du tribunal, où mon avocate a déposé une plainte, qui a été cotée, et l'attitude de la DRPJ également me paraît suspecte. Quelqu'un ne peut pas déposer une plainte, vous n'entendez pas. La plainte est déposée au tribunal, a été renvoyée à la DRPJ. Je n'ai jamais été entendu. Depuis 1 an. C'est suspect. Alors, vous continuez à exercer votre métier. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, Paul? C'est la palissade que je suis pas en sécurité. Si vous êtes victime de filature, vous savez, peut-être ce n'est que les cas que vous connaissez. En 2019, avant que je n'aille en prison, j'ai échappé à un enlèvement à mon domicile et je suis sorti avec des doigts, des lacérations. Il y a des séquelles. C'est pas, je suis un habitué des choses. J'ai fait passer 2 années de prison de façon abusive, où je vous ai dit tantôt que j'étais enlevé. Je suis une victime, mais c'est pas pour autant dire qu'il faut baisser. Non, il faut pas. Je suis dans un environnement d'insécurité. Le Cameroun se risque de plus en plus comme un mouroir, un cimetière pour les journalistes et certaines personnes qui ont certaines opinions. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut reculer. C'est pour autant qu'il faut s'armer de courage et de mener les combats. Parce que si on ne change pas notre environnement ne nous changera pas non plus. Il y a des pays qui ont connu pire que notre pays, mais il a fallu qu'il y ait des personnes qui aient du courage, qu'il y ait même des personnes qui laissent leur vie. Parce que Martinez en fait partie. Et cette vie laissée devient comme ce que Zola appelait germinal, une graine qui germe pour pousser et donner naissance à plus d'autres jeunes. Si aujourd'hui, au regard de tout ce qui nous arrive, ou ce qui m'arrive, je baisse les chines, alors ils auraient eu gain de cause sur moi. Alors mon existence n'aurait servi à rien. Au contraire, il faut s'armer de courage et davantage multiplier même plus d'actions jusqu'à ce que les lignes bougent. S'il arrive, si c'est ma destinée prophétique, si c'est que je vais mourir pour que les lignes bougent, rassurez-vous, je serai très fier de mourir de cette manière-là. Paul, est-ce que vous n'avez jamais envisagé aller par exemple en exil? Pour vous dire vrai, ça ne m'a pas tenté. Quand je suis sorti de prison, même ma mère, avant de décéder, de rendre l'âme, m'a dit de partir. Plusieurs personnes, je peux vous dire, ont insisté que je parte. Tellement j'aime mon pays que j'ai refusé. J'ai dit non, je ne partirai pas. Même au sein de la famille, il y a eu des réunions
Je dis non. Ça a même créé même des problèmes. Hein. On me traite des garçons têtus, des gens ne veulent plus me parler. Mais sauf que chacun est assez adulte, chacun est assez mature. Pour vous dire, je n'ai jamais eu l'intention de partir de mon pays, que j'aime tant. Mais si tant est que ça continue et que il faut se mettre à l'abri, peut-être on pourra penser à cette option, mais pour le moment, ça ne me tente pas. Je crois que lorsqu'on veut marquer des buts, il faut être dans la surface de réparation. Et nous avons des buts à marquer, nous devons rester dans la surface de réparation. Ce pays doit être un pays comme ceux qu'on rêve d'aller, ou nos frères rêvent d'y aller. Les autres pays ne sont pas transformés par miracle. Il y a eu des dictatures féroces ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est des pays qui sont un modèle de démocratie. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas aussi être comme ces pays-là? Il faut mener des combats. Je pense que pour marquer les buts, comme j'ai dit, il faut être dans la surface de réparation. Alors Paul, c'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien, non sans vous demander de regarder la caméra, votre caméra, et certainement dire un mot de fin, peut-être des paroles qui vous tiennent à cœur, peut-être un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vous persécutent depuis des années et dont vous n'avez réellement l'identité de la personne qui est derrière vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir? Le message que je peux passer à mes compatriotes, à tous ceux qui nous écoutent, ou bien mes bourreaux, c'est que il y a un proverbe ivoirien qui dit qu'il pleut, ou bien bantou, qui dit qu'il pleut sur tous les toits. Ça veut dire que aujourd'hui, vous pouvez être victime de quelque chose, ou des gens peuvent être victimes de quelque chose, et demain c'est votre tour. Les compatriotes doivent savoir que le combat que nous menons, contrairement à ce que certains veulent donner comme impression, ce n'est pas pour avoir gagné des subsides, parce que c'est au prix de notre vie. Je ne sais pas combien coûte ma vie, j'en ai subi. C'est parce que nous rêvons d'un modèle de société, d'un modèle où les règles de compétition seront équitables, d'un modèle où chacun pourra être convaincu qu'il peut s'engager et qu'il peut s'en sortir. D'une société où l'être humain est au-dessus de toutes les valeurs, d'une société où on peut être issu d'une famille pauvre et finir au firmament. Non pas une société où des personnes, des castes se sont accaparées et veulent vivre de tout seul. C'est pour dire, nous voulons une société assainie. Et le combat que nous menons, ils doivent plutôt nous accompagner parce que nous avons pris l'engagement. Nous ne faisons pas parce qu'on veut servir des clans. Nous n'en faisons pas partie. Certes, il y a ceux qui servent des clans, vous pouvez les identifier, c'est facile. Nous le faisons parce que nous avons des progénitures. Nous ne voulons pas que demain, ce que nous avons subi, que nos enfants restent subis cela. Alors, vous avez vu des personnes qui ont essayé d'attenter à la vie de Martinez. Certains sont passés aux aveux. Allez savoir les sommes qu'ils ont reçues. Vous voyez que leurs vies sont bousillées, c'est leur famille qui souffre. Et après, il y a le juge ultime qui est la conscience. Parce que lorsque vous commettez du mal, du crime, vous restez à jamais hanté. Alors, les Camerounais doivent plutôt nous accompagner dans ce sens-là. Et à ceux qu'on envoie poser ce genre d'actes, il faut qu'ils se remettent en question. Parce que si le pays change, ça ne sera pas pour une personne, ce serait pour tous. Regardez à quel niveau la grande criminalité a pris une proportion. Et avant-hier encore, où hier on apprenait que des gens se passaient à Douala, chose qu'on n'avait jamais appris sur Aïdéa, pour vandaliser les véhicules à feu. C'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Aujourd'hui, c'est le phénomène des comment on appelle ça, des microbes. C'est parce que c'est la pauvreté. La société et la vie est devenue extrêmement dure au Cameroun, au point où les gens se liguent à n'importe quoi. C'est tout simplement parce que il n'y a pas une redistribution des richesses. Et c'est ça que nous dénonçons. Nous voulons qu'il y ait une redistribution des ressources pour que chacun tire son épingle du jeu. Si chacun tire son épingle du jeu, je crois que nous serons tous en sécurité. Donc du coup, ce que je vais dire, c'est plutôt de nous encourager dans ce sens-là. Et aussi, vous-même de vous mettre, de vous engager, parce qu'il ne suffit pas de se placer comme un spectateur. Nous seuls, nous ne pouvons pas rien faire. Et je vais finir en leur disant d'éviter de tomber dans le piège de ceux qui veulent diviser l'opinion, discréer l'opinion, parce que d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dernier temps avec le tribalisme. Chacun n'a pas choisi ses origines. Du coup, on ne saurait juger quelqu'un sur la base de ses origines. Il ne faut pas prêter les oreilles à ceux qui veulent stratégiquement nous conduire dans ce sentier-là.
Donc voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Paul Chouta, merci infiniment pour cet entretien depuis Yaoundé, merci de nous avoir accordé cela. Quand on sait que votre image est rare, quand on sait que vous ne parlez pas beaucoup, vous écrivez plus, et que avec tout ce que vous vivez, il est aussi difficile pour vous de faire des entretiens télé. Merci de nous avoir accordé cette exclusivité. C'est moi qui vous. Merci également Raoul, c'est la fin de cet entretien. Merci Romaric, merci surtout à Paul d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. Gilles Noubissi, Raoul Bifeiho, Romaric Tenda. Grâce T, vous donnons certainement rendez-vous la semaine prochaine, ou bien dans quelques jours avec un autre invité. Ce sera avec le même plaisir et le même désir. D'ici là, portez-vous bien. Un remerciement spécial au couple Tenchu. À très vite.